Bonjour à tous et bienvenue, ici Morgiane, j'espère que vous allez bien. Pour aujourd'hui, nous allons poursuivre avec notre série de témoignages de personnes qui ont rencontré au cours de leur vie un ou plusieurs tueurs. Et vous allez voir, les témoignages que je vous amène aujourd'hui sont exceptionnels. Vous allez voir ça. On se retrouve juste après le générique. Témoignage numéro 1. J'ai eu l'honneur de travailler avec 2 tueurs dans ma carrière dans le domaine de la criminalistique. Il y a des années, avant d'entrer à 100% dans la psychologie, je travaillais dans le domaine de la médecine légale et je rêvais de travailler dans le système juridique. Donc, quand une chance de travailler pour une prison de haute sécurité pour mineurs dans mon état se présenta, je décidai de sauter sur l'occasion. Après avoir postulé et été choisi, j'allais à la formation et ils m'affectèrent à mon unité. Quand j'arrivai là-bas, ils commencèrent à m'affecter tous les détenus à la santé mentale fragile et c'est à ce moment-là qu'on me parla du premier détenu qui m'avait été attribué. Personne, je dis bien personne, ne voulait travailler avec lui. Les gardes voulaient le tuer, les détenus avaient essayé plusieurs fois de le faire, et même mon patron à l'époque me dit que chaque fois qu'il était à proximité du gars, il vomissait d'écœurement. J'avais jeté un coup d'œil au dossier du jeune homme, puis je compris pourquoi. Tueur en série. Il avait tué ses camarades d'école lentement et méthodiquement et les avait fait ressembler à des accidents. Ce qu'il avait fait, c'était à mi-chemin entre la légende et le cauchemar. Il avait aussi repéré une fillette de 10 ans qu'il a suivie lors d'une fête d'anniversaire d'un autre membre de sa famille. Quand personne ne regardait, il l'enleva, lui fit subir des choses qui feraient frémir Ted Bundy, puis il la jeta dans une poubelle. Mais il n'y avait qu'un seul problème, la petite était encore en vie. Un citoyen vint à son aide, et plus tard, l'enfant dénonça son agresseur à la police. Il ne ressemblait pas à ce à quoi je m'attendais. Un enfant joufflu, blanc, avec des lunettes épaisses, qui venait d'une famille extraordinairement riche. Sa famille avait beaucoup de pouvoir et ils en avaient usé autant qu'ils le pouvaient pour aider leur fils à sortir du pétrin dans lequel il se trouvait. Il ne manquait de rien dans ce monde, il avait les opportunités pour faire des choses fabuleuses dans la vie. Mais au lieu de ça, il avait les gènes d'un monstre. Après avoir lu ce qu'il avait fait à la fillette, cela me rendit physiquement nauséeux. Je ne voulais rien avoir à faire avec lui. Mais mon patron insista, m'encouragea à travailler avec lui. Et notre rituel, avec ce jeune homme, était assis dans le coin salon tous les mercredis soirs. Nous regardions les frères Scott ensemble. Nous parlions pendant la projection et j'avais un bon aperçu de sa façon de penser. Cela me faisait d'autant plus peur que n'importe quel autre patient avec lequel j'avais jamais travaillé. Ses parents étaient médecins, il avait eu beaucoup accès à des médicaments avec lesquels il avait l'habitude d'empoisonner plusieurs de ses camarades de classe avant de rencontrer l'enfant de 10 ans. A contrario, le deuxième gars, c'était ce à quoi je m'attendais. Il était un croisement entre Ed Kemper pour la taille et le look de Jared Lee Lohner. Il avait également, à l'âge de 16 ans, une silhouette impressionnante, 1,90 m et environ 104 kg. Il avait été accusé du meurtre de ses 4 frères et sœurs, qui avaient été laissés à ses soins pendant que sa mère allait faire quelques courses au magasin. Quand elle revint, la mère trouva une maison vide. Elle songea qu'ils étaient en train de jouer et commença à les appeler tous. Finalement, son fils maléfique apparut et lui dit qu'il voulait lui montrer quelque chose qu'il avait fait avec ses frères et sœurs. Lorsqu'elle le suivit dans les bois et vit leur corps, elle entra lentement dans la maison, attrapa le fusil de chasse de son mari, sortit et tira sur son fils à plusieurs reprises. Il survit. La déclaration de la mère était qu'elle avait regardé ses enfants morts, qu'elle avait vu pendant une fraction de seconde l'avenir de ce qui allait devenir pour son fils. Elle vit ce qu'il était vraiment et toutes les familles qui allaient perdre des enfants par la suite à cause de lui. Et c'est pourquoi elle appuya sur la gâchette sans hésiter. Son premier jour avec moi, il avait rasé tous les poils de son corps, y compris les sourcils et les cils, et s'était promené avec ce regard étrange. Un jour plus tard, cette semaine-là, il se faufila derrière moi et me demanda d'un air menaçant.
Que feriez-vous si je vous attrapais à ce moment et que je vous jetais de la mezzanine ?» Apparemment, le type voulait me tester. En me souvenant de ce qu'on m'avait appris sur le fait d'être cool et calme avec les détenus et de ne pas paraître secoué, j'y ai immédiatement répondu. Ses yeux s'étaient écarquillés et il entra dans sa cellule et ferma la porte. Il appela un autre membre du personnel et lui dit que j'étais fou, mais il ne répéta pas ce que je lui avais dit. Il ne me dérangea plus jamais, contrairement à toutes les autres personnes avec qui j'avais travaillé. J'avais beaucoup appris de lui et j'avais appris comment l'esprit de quelqu'un de malade fonctionnait. Ce sont les 2 gars qui m'ont vraiment fait faire des cauchemars. Alors, concernant ce témoignage, c'est très instructif, je trouve, sur comment se passent les choses, mais vraiment de l'intérieur. C'est-à-dire en milieu carcéral, quand on a des spécialistes, des psychologues ou autres, qui essaient vraiment de comprendre ce qui se passe dans la tête et l'esprit de ces personnes. Et d'ailleurs, pour tout vous dire, ce témoignage m'a beaucoup fait penser au livre Mindhunter, qui a inspiré la série du même nom que vous connaissez peut-être. Et dans ce livre, donc vous avez John Douglas et Mark Olshaker, des pionniers du profilage criminel, qui nous racontent tout simplement les débuts de cette science comportementale au FBI, comment ils allaient en prison pour interroger les pires criminels, et c'est très intéressant. Donc, si vous êtes en recherche d'un peu de lecture dans le domaine un peu de la psychologie criminelle, pensez-y, c'est un livre très intéressant. Et honnêtement, ce témoignage aurait très bien pu être un extrait de ce livre. Il décrit bien les choses de l'intérieur. On va passer au prochain témoignage. Témoignage numéro 2. Par accident, j'ai gardé la bouche fermée et ça m'a sauvée. Je tenais un bar dans un club à New York qui organisait une fête un soir par semaine, extrêmement populaire, où les célébrités se présentaient souvent. Un soir, j'étais derrière mon bar, à l'arrière, et un homme entra. Il portait une casquette de baseball, des lunettes, mais il était très charismatique. Il savait comment entrer dans une pièce. Il avait également l'air familier. Il s'approcha de moi, sourit et commanda une boisson. Je lui donnai sa boisson et il me gratifia d'un généreux pourboire. Nous discutâmes pendant 1 minute. Je voulais lui demander si je le connaissais, parce que j'avais toujours l'impression que je le connaissais en le regardant. J'avais failli dire quelque chose, mais je m'arrêtais. Je savais qu'il pouvait très bien être une célébrité qui ne voulait peut-être pas se soucier de ce genre de questions. Il poursuivit son chemin, j'étais occupée, le club était bondé de monde, alors voilà. Plus tard dans la nuit, je le vis parler avec un célèbre designer, alors j'ai pensé qu'il travaillait certainement dans le secteur de la mode. Le temps passait. Puis un autre soir, je parlais de Gianni Versace à quelqu'un avec qui je travaillais, comment son meurtre avait été si tragique, et il avait été abattu par un homme nommé Andrew Cunanan, qui s'était ensuite lancé dans une tuerie à travers le pays, qui se termina en Floride. Et puis mon ami me dit « Tu sais qu'il était ici, n'est-ce pas ? Le FBI a trouvé la carte du club dans ses affaires. » À ce moment-là, c'était comme si le puzzle se reformait. Je posais quelques questions supplémentaires à mon ami et tout se mit en place d'un coup. Ce client charismatique que j'avais vu, c'était Andrew Cunanan. Et la raison pour laquelle il me semblait si familier, cette nuit-là, lorsque nous installions le bar avant son ouverture, nous avions généralement la télévision allumée et regardions les informations. Et je me rappelle qu'il figurait sur la liste des personnes les plus recherchées du FBI. J'avais vu sa photo à plusieurs reprises dans les émissions. J'y pensais tellement de fois au cours des 2 dernières décennies parce que j'étais si près de lui dire « Vous avez l'air si familier ». Et si c'était le cas, serait-il parti? Et si j'avais soudainement découvert qui il était, est-ce qu'il m'aurait tué? Est-ce que Gianni Versace serait toujours en vie? La vie est tellement arbitraire. Dire quelque chose, ne pas dire quelque chose peut vraiment avoir des conséquences dramatiques et il est impossible de savoir de quoi il s'agit. Donc c'est étrange et parfois effrayant. Alors tout d'abord, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Gianni Versace, alors c'est une histoire qui est très connue, pareil je ne pense pas la traiter sur la chaîne parce qu'il y a plein de vidéos que vous pouvez trouver sur YouTube. D'ailleurs, l'histoire de l'assassinat de Gianni Versace fait l'objet d'une saison de la série American Crime Story. Alors je saurais pas vous dire si c'est la première ou la 2e saison, je me souviens plus. Mais en tout cas, c'est très complet. Bon, forcément c'est une série, donc c'est un peu romancé, mais c'est très intéressant si vous voulez avoir des informations sur cette histoire.
Pour ceux qui ne connaissent pas Gianni Versace, c'est le fondateur de la maison de couture Versace tout simplement, qui depuis le décès du créateur, donc Gianni, est géré par sa sœur Donatella Versace, qui est toujours à la tête de l'empire Versace et que vous voyez très certainement lors des différentes Fashion Week présenter ses créations. Ça, c'est pour la partie, on va dire, mode. Maintenant, j'aimerais m'attarder sur la dernière phrase de l'auteur du témoignage que je trouve vraiment pleine de sens. Parfois, faire ou ne pas faire une chose qui nous paraît insignifiante sur le moment peut changer vraiment le cours de l'histoire et s'avérer finalement décisif. Ça, c'est totalement vrai. Et d'un autre côté, je pense que de façon générale, et c'est ça qui est complexe, c'est que dans la vie, il ne faut pas non plus rentrer dans ce piège de ressasser tout le temps le passé en se disant « si j'avais fait les choses de telle façon, le présent aurait été différent ». Parce que pour certaines personnes, une accumulation de regrets peut être destructrice au final, et puis il faut admettre qu'on n'est pas devin, on vit dans le présent, on fait les choses de façon spontanée, et on ne sait jamais finalement quelles sont les conséquences de nos actes. Témoignage numéro 3. J'ai eu presque un contact avec le Night Stalker, Richard Ramirez. Je n'ai réalisé ce qui s'était produit que quelques semaines plus tard, lorsque le FBI contacta mon père. C'était vers 1984. Ma grand-mère était décédée et sa maison, dans le quartier de la Marina de San Francisco, était vacante. C'était une très belle maison, dans un endroit spectaculaire. Elle offrait des vues exceptionnelles sur le Golden Gate Bridge, Alcatraz et la baie de San Francisco. Il y avait aussi une ambiance un peu effrayante dans la maison. L'adresse était 3666 Baker Street, donc les 36 était peut-être une coïncidence, mais j'avais de la famille qui vivait là-bas et ils étaient tous morts prématurément. Il y avait également eu au moins 3 tentatives d'effraction du vivant de ma grand-mère. Je venais d'obtenir mon diplôme d'études secondaires en 1984 et ma petite amie de lycée était revenue de l'université du Midwest pour me rendre visite. Elle avait toujours adoré la vue et la nourriture chez ma grand-mère. Je lui dis que ma grand-mère était décédée récemment, donc la nourriture n'était pas là, mais on pouvait admirer le coucher de soleil car j'avais le double des clés. C'était la première fois que j'entrais dans la maison suite au décès de ma grand-mère. Je n'avais pas réalisé à quelle vitesse le dynamisme d'une maison pouvait changer. Il y avait donc déjà une sensation effrayante lorsque nous entrâmes. Nous allâmes au dernier étage et commençâmes juste à profiter de la vue quand nous entendîmes soudain un double bruit sourd. Je dis à ma copine qu'il y avait un arbre dans la cour qui avait de longues branches et que lorsque le vent soufflait fort, l'une des branches heurtait parfois le côté de la maison. Mais elle était plus observatrice que moi et me dit qu'il n'y avait même pas une légère brise dehors. Je regardais dehors et réalisais qu'elle avait raison. Et j'avais l'impression que quelqu'un venait de me frapper dans le ventre tant cela m'angoissait. Je savais que quelque chose n'allait pas, mais je voulais être courageux et découvrir d'où venait le son. Alors je dis « Ouais, t'as raison, je vais descendre vérifier le sous-sol quand même ». Alors que j'étais sur le point de descendre, elle m'arrêta et me dit « Ça ne te dérange pas si nous conduisons jusqu'à la plage et regardons le coucher de soleil là-bas ? J'ai un mauvais pressentiment d'être ici. » J'acceptai car j'avais un sentiment étrange à propos de la maison et du bruit aussi. À 18 ans, nous étions sortis de la maison et avions rapidement laissé l'incident derrière nous. Quelques semaines plus tard, le FBI contacta mon père car il était l'exécuteur testamentaire. Ils lui demandèrent si quelqu'un était présent à la maison ces dernières semaines et il répondit que non car il ne savait pas que j'étais là. Ils lui dirent alors qu'il avait eu de la chance car ils avaient découvert que Richard Ramirez, surnommé le Night Stalker, vivait là depuis au moins une semaine et ils lui donnèrent la plage de date. J'étais là exactement au milieu de la plage de date. Le FBI avait déclaré que Richard Ramirez entrait dans le sous-sol par l'arrière-cour, qu'il ouvrait la fenêtre arrière d'un coup de pied tout en s'accrochant à la branche d'arbre qui heurtait la maison. Le double bruit fort que j'avais entendu était celui où il ouvrait la fenêtre d'un coup de pied en tirant la branche d'arbre dans la maison. Le FBI précisa à mon père que si quelqu'un avait été dans la maison pendant qu'il y était, il l'aurait certainement tué. Il était entré par effraction dans d'autres maisons du quartier. Ils ont trouvé des centaines d'objets volés dans le sous-sol, ainsi que des coupures de journaux et d'autres indices qu'ils ne pouvaient pas divulguer à l'époque.
J'avais raconté à ma petite amie ce qui s'était passé, mais j'avais attendu de nombreuses années avant d'en parler à mon père. Le Night Stalker avait été arrêté peu de temps après. Une foule en colère à Los Angeles l'avait reconnu et l'avait poursuivi. C'était une belle fin à une histoire tragique de meurtre en série. La maison devint la nôtre suite à l'héritage, mais fut finalement vendue car aucun de nous ne voulait y vivre. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur Richard Ramirez, ce tueur en série satanique assez connu, surnommé The Night Stalker, je vous invite à voir soit des vidéos YouTube, parce que pareil, il est très très connu, ou alors le documentaire qui lui est dédié sur Netflix, si jamais vous êtes abonné sur cette plateforme. Honnêtement, je ne pense pas parler de lui sur la vidéo, ni faire une vidéo sur la chaîne, parce que je trouve qu'il a bien assez fait parler de lui. Comme vous le savez, je préfère quand même traiter des affaires moins médiatisées et moins connues. En tout cas, si on peut tirer, je pense, une conclusion de ce témoignage, c'est qu'il faut toujours se fier à son instinct, c'est important, parce que vous voyez, l'auteur nous dit bien qu'il avait senti qu'il se passait quelque chose, qu'il avait peur, mais voilà, il voulait faire le gars courageux devant sa copine et descendre au sous-sol, même si en réalité il était mort de trouille. Mais heureusement que la fille l'en a dissuadé et qu'elle a très vite proposé de quitter la maison pour aller en bord de mer. J'ose même pas imaginer ce que Richard Ramirez leur aurait fait s'ils étaient descendus à la cave. Connaissant les antécédents de ce tueur, je pense qu'ils auraient finalement fait partie de la longue liste de ses victimes. Voilà, c'en est fini pour la vidéo de cette semaine. J'espère que vous avez apprécié écouter ces histoires de témoignages authentiques. N'hésitez pas à commenter, à me donner votre avis, à partager la vidéo, à me laisser un petit pouce en l'air et à vous abonner. Je vous souhaite un bon week-end et je vous retrouve la semaine prochaine, samedi 17h, pour une nouvelle vidéo. À bientôt!